Bonsoir tout le monde, je me nomme Mélissa. Ça me fait plaisir de vous accueillir à ce webinaire sur la migraine et la vie professionnelle pour Migraine Québec ce soir. Donc, c'est un gros sujet. On a beaucoup de contenu ce soir pour vous à vous partager. Ça va être bien fourni. C'est un gros sujet, c'est un gros dossier qui touche, je pense, tout le monde qui vit avec des migraines. Puis plus la fréquence des migraines est présente, plus l'intensité, plus ça devient difficile à gérer. Donc, moi, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que la migraine m'a mené jusqu'à l'invalidité de travail. Donc, je sais tous les impacts et j'ai beaucoup de compassion. Puis j'espère que ceux qui sont encore capables de travailler vont aller vraiment trouver des outils pour pouvoir continuer dans ce sens-là parce que c'est quelque chose qui apporte tellement dans notre vie. De pouvoir s'épanouir dans son travail. J'ai quelques petites choses à vous partager. Je ne vais pas oublier, donc je vais regarder mes notes. Les actions de Migraine Québec cette année, puis dans les prochains temps, vont beaucoup se porter par rapport à la défense des droits des patients et aussi en milieu de travail. Donc, on priorise vraiment ces enjeux-là en ce moment à Migraine Québec, les enjeux avec le lien avec les marchés du travail. Il y a un guide pour les employeurs qui a été développé. Il y a un guide pour les employés qui s'en vient. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent sur ce sujet-là. On va continuer à partager de l'information. On va continuer à vous outiller puis à vous soutenir à ce niveau-là. Il va aussi avoir une formation pour les entreprises qui s'en vient éventuellement. Donc, il va y avoir une liste d'intérêts par rapport à ça. Vous allez pouvoir vous y inscrire. Et on a besoin de vous, hein. Tu sais, l'organisme peut faire une partie du travail, mais c'est vous qui êtes dans vos milieux de travail. Donc, je pense qu'on a tous un travail de sensibilisation à faire par rapport à la migraine, par rapport aux défis qu'on rencontre. Puis je pense que plus on va en parler, plus ça va faciliter la conversation, puis ça va permettre d'amener à des accommodements, puis à maintenir le plus de personnes possible en emploi. Si vous vivez avec d'autres conditions que la migraine, des céphalées, on vous invite à réfléchir à votre situation, puis quand même voir qu'est-ce qui peut s'appliquer dans votre vie, dans ce qui va être partagé ce soir. Et on remercie tous ceux qui ont répondu à l'appel de témoignage qu'on a fait le mois dernier. Donc, ça a permis d'alimenter la réflexion par rapport à ce webinaire-là. Je vais maintenant inviter nos intervenants à se présenter. Daniel, Annie, Camille, qui ont travaillé très fort pour vous préparer cette conférence-là. Donc, je vous invite à ouvrir vos caméras et vos micros et à vous présenter. Bonjour, Donc, Daniel. bonjour. Je m'appelle Daniel Trudel. J'ai complété un baccalauréat en orientation en 2020. Je suis actuellement étudiant à la maîtrise en sciences de l'orientation, recherche et intervention avec mémoire à l'école de consigne et d'orientation à l'Université Laval. Et je suis aussi coordonnateur de recherche et auxiliaire de recherche sur des travaux portant sur la santé au travail et les processus de réintégration au travail. Donc, je ne suis Ça pas fait un long encore. titre, ça? Oui, oui. Donc, je suis pas encore consultation, mais je vais quand même vous parler un peu de l'apport des consultations en lien avec la condition de migraine chronique ou de céphalée. Donc, pour les conseillers d'orientation, ils détiennent une expertise de la relation individu-travail-formation. Leurs interventions visent le mieux-être professionnel et personnel en mobilisant le potentiel des personnes, en les aidant à prendre leur place dans la société tout au long de leur vie. Ils n'interviennent pas sur le choix professionnel. Il faut également du counseling qui est une forme de soutien psychologique à différents niveaux. Appliqué à la condition de migraine chronique, les conseils d'orientation peuvent notamment mener les personnes à effectuer un processus réflexif sur la dynamique travail-maladie, à identifier les besoins d'adaptation professionnelle liés aux capacités de travail des personnes ayant une condition de migraine chronique, élaborer un projet d'insertion professionnelle adapté à leurs capacités, un mode d'adaptation psychologique à la situation de handicap aussi de la personne. Ils peuvent également accompagner les personnes sur le cheminement psychologique du processus de deuil professionnel relatif à la maladie. Les données que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, sont issues de ma recherche de maîtrise, donc un mémoire, qui est de type qualitatif. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait, les données proviennent d'entrevues individuelles qui ont été réalisées auprès de 8 personnes. Donc, on a 7 femmes et un homme. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas généraliser ces données à l'ensemble de la population. Par contre, c'est possible de définir certains parcours de vie professionnelle des personnes qui vivent avec la condition de migraine chronique.
Super. On a hâte d'en savoir plus long. Merci. À tout à l'heure. Annie, bonjour Annie. Bonsoir tout le monde, je suis contente d'être avec vous ce soir. Je suis ergothérapeute, je m'appelle Annie Ledoux et je vis aussi avec la migraine. J'ai connu aussi des périodes de chronicité, donc j'ai baigné dedans, je sais ce que vous vivez, puis le travail, ça a été un défi pour moi, ça l'est encore, ça le sera toujours, je pense. Donc, je suis contente d'être avec vous pour ça. Qu'est-ce que l'ergothérapie? Je voulais juste vous en glisser un petit mot avant parce que c'est pas toujours une profession qui est très bien connue. Mais en fait, le préfixe ergo veut dire activité. Donc, le rôle de l'ergothérapeute, peu importe la clientèle avec laquelle elle pratique, c'est vraiment de rendre les gens le plus autonomes possible dans leurs activités du quotidien, puis dans les activités qui font du sens pour eux, qui leur apportent du bien-être. Donc, ce soir, on va se centrer sur le travail. Qu'est-ce que concrètement un ergothérapeute peut faire dans le domaine du travail? Ben, ces actions vont être surtout au niveau de la gestion du stress en milieu de travail, votre posture de travail, la gestion de l'énergie, donc comment gérer la fatigue et différents moyens pour agir sur vos déclencheurs pour déclencher le moins possible de crise. On verra plus ça en détail tout à l'heure, mais ça vous donne déjà une petite idée. Ah, merci Annie. Merci beaucoup d'être là ce soir. Et on termine avec Camille. Bonsoir tout Bonsoir le Camille. monde. Bonsoir Je m'appelle Camille. Camille. Je suis musicienne. Je vis avec la migraine depuis 2011. J'étais étudiante au doctorat en littérature quand la migraine est devenue chronique et donc j'ai dû arrêter toutes mes activités pour plusieurs mois. Et quand j'ai pu reprendre, c'était pas possible de continuer mes études, donc j'ai essayé d'enseigner la littérature au collégial pendant 2 ans. Je vais en parler un petit peu plus avec Annie tout à l'heure. Cette année, je travaille à temps partiel pour 2 OBNL. Je fais de la recherche, de la rédaction, puis je suis ici ce soir parce que cet automne, j'avais le mandat de faire une revue de littérature pour Migraine Québec sur le thème migraine et travail. Et qu'est-ce que c'est qu'une revue de littérature? Une revue de littérature, c'est une recherche qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur un sujet précis. Donc, ici, c'était la migraine en milieu de travail. Bien, la migraine au travail au Canada, parce qu'on avait déjà des données, des informations sur d'autres pays, surtout les États-Unis, l'Union européenne aussi un peu. Mais si on veut approcher ici des employeurs, des entreprises, des décideurs, il nous faut des données qui sont canadiennes. OK. Donc, ça doit être tout un travail de colliger toute cette information-là. Oui, oui. Puis à quoi ça va servir, cette revue-là? Donc, le travail que tu as fait, à quoi ça sert concrètement? Ben, en premier, ça nous a servi à acquérir de l'information puis à développer un vocabulaire en lien avec notre sujet. Par exemple, ben, la migraine au travail, elle est liée à l'absentéisme et au présentéisme. Et ça, ben, il faut savoir ce que c'est, il faut comprendre les enjeux si on veut pouvoir trouver des solutions. Par exemple, la recherche montre que plus la fréquence des crises de migraine est élevée, plus les personnes qui vivent avec la migraine risquent de faire du présentéisme. Ça veut dire se rendre au travail ou travailler malgré un malaise mental ou physique. Donc, par exemple, quelqu'un qui a 3 ou 4 crises de migraine par année, puis qui peut prendre ses journées maladie, il n'y aura pas trop de soucis. Mais quelqu'un qui a 3 ou 4 crises par semaine, ben là, les gens risquent plus d'aller travailler puis de faire plus ou moins semblant que tout va bien. Par exemple, dans un des rapports que j'ai consulté, parmi les répondants qui vivaient avec la migraine, il y a un employé sur 4 qui indiquait s'être présenté au travail au moins une fois par semaine alors qu'il ne se sentait pas 100% en santé ou sans douleur. Ça, c'est du présentéisme. Tandis que l'absentéisme, ben, c'est de s'absenter du travail, qu'on soit rémunéré ou pas, pour cause de maladie, d'invalidité ou de responsabilité personnelle ou familiale, au moins une demi-journée, mais moins que 52 semaines consécutives. OK. Fait que là, plus la migraine elle est chronique, plus le présentéisme est présent parce qu'à un moment donné, tu peux pas être tout le temps en congé à cause d'une migraine, sinon ça fait plus de sens, là. Exactement. OK. Et qu'est-ce qui est ressorti? Tu sais, qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui est ressorti de cette revue-là, là, qui est vraiment le point chaud, là? Si je résumais vraiment ben, le plus brièvement possible,
Ce qui ressort, c'est que vivre avec la migraine, ben, ça affecte de manière très significative la qualité de vie puis la capacité à travailler des gens. Au Canada, il y a beaucoup de personnes qui vivent avec des maux de tête fréquents et qui ne consultent pas de médecin à ce sujet-là. Et les personnes, lorsqu'elles consultent, ben, il y a souvent des délais importants avant d'avoir accès aux spécialistes. Puis pendant ce temps-là, leur état risque de se dégrader. La recherche montre aussi que les traitements spécifiquement conçus pour la migraine, puis particulièrement les traitements préventifs, sont difficilement accessibles pour l'instant et ils sont sous-utilisés. Donc, moi, en tant que personne qui vit avec la migraine chronique, ben, d'apprendre tout ça, ça m'a fait du bien parce que maintenant, j'arrive plus facilement à me dire que c'est pas une question individuelle, c'est pas juste moi qui fais pas assez d'efforts puis qui a de la difficulté à travailler, mais il y a un ensemble de facteurs dont on va parler d'ailleurs ce soir, la stigmatisation de la maladie, des enjeux liés à notre système de santé qui font en sorte que notre parcours professionnel, si on vit avec la migraine, ben, il est parsemé d'obstacles. Oui, effectivement. Effectivement. Donc, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on passe la parole à Annie et Daniel qui vont venir vraiment nous parler de tout ça plus en détail? Y avait-il une dernière chose ou c'est bon? Je dirais peut-être une donnée générale canadienne, Ouais. toujours. Là, il y a 20% des personnes qui vivent avec la migraine qui ne s'absentent pas du travail, pardon, tandis que 36% des personnes vont manquer entre 4 et 16 jours de travail par an. 25% sont en situation d'invalidité, puis il y en a 10% qui prennent leur retraite plus tôt, et c'est pas toujours un choix. Puis parmi les personnes qui vivent avec la migraine, qui travaillent à temps plein, il y en a seulement 1% qui sont pas limités dans leur travail. Donc, je crois qu'on va avoir beaucoup à discuter à propos de tout ça. Parfait. Mais merci Camille pour ce résumé-là. Donc, on va commencer dans le vif du sujet. Je vais inviter Annie à commencer sa présentation. Puis pour ma part, je vous rejoins un petit peu plus tard. Parfait. Pour se mettre dans le bain, avant qu'on vous présente la structure plus détaillée de la rencontre, je voulais vous lire un témoignage. C'est le témoignage de Katia. Je vais vous le lire à voix haute cette fois-ci. Les prochaines fois, vous aurez, euh, vous aurez l'écrit à l'écran. Alors, j'ai travaillé plus de 20 ans avec 4-5 migraines par semaine. Je suis une personne enjouée, énergique lorsque je ne souffre pas. J'ai continué à travailler malgré la douleur et tous les symptômes reliés aux migraines parce que quand je m'arrête, la douleur est encore plus présente. Je suis également maman de 3 ans. J'ai travaillé fort pendant ces 20 ans, jusqu'au jour où les vertiges rotatoires ont débuté. Je n'étais vraiment plus capable de travailler, mais je demeure maman. Alors, disons que j'ai juste un travail maintenant. La charge de travail de la femme est immense. Je travaille fort pour ne pas me définir par un travail, mais la première question qu'on demande à quelqu'un est souvent, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quand j'ai lu ce témoignage-là, ça m'a vraiment touchée et parlé parce que c'était justement le point que je voulais vous amener en premier dans la conférence. C'est que le rôle de travailleur, c'est vraiment un rôle identitaire. Comme le dit Katia, une des premières questions qu'on pose quand on rencontre quelqu'un, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et nous de répondre dans la vie, je suis. Donc, on voit qu'avec le choix de mots je suis, notre travail est ce que l'on est. Donc, on est ce que l'on fait aussi. C'est la même chose quand on est aux études. Qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Donc, on peut s'imaginer quand on vit des chamboulements dans ce domaine-là de notre vie. C'est comme si on est en train de se dire, je suis qui maintenant? Qu'est-ce que je vais devenir? Donc, voyez-vous à quel point ça peut prendre une grande ampleur dans nos vies, à quel point on peut avoir l'impression d'être en crise identitaire ou même de perdre un certain sens avec la vie. Donc, c'est vraiment pas à négliger. Je pense que au-delà des composantes plus pratico-pratiques de la chose, il y a toute une partie plus émotive, psychologique derrière qu'il faut pas mettre de côté. Donc oui, ça a des impacts économiques de plus pouvoir travailler, mais pas seulement ça. On voit aussi dans le témoignage de Katia, quand elle nous parle de son rôle de maman, hein, qu'il y a beaucoup de travail qui sont invisibles. Ça, c'est important à prendre en considération, que vous soyez parent au foyer, proche aidant ou bénévole ou autre travail invisible.
c'est pas des types de travail qui sont, comment dire, perçus comme productifs par notre société, mais c'est des travails, je sais pas si je devrais dire des travaux en soi, en tout cas, des types de travail en soi, et c'est pas facile à conjuguer non plus avec la maladie. Finalement, un des points que j'aimais beaucoup dans le témoignage de Katia, c'est quand elle dit que elle a mal même si elle travaille pas, puis que ça peut lui faire du bien de travailler, ça lui change les idées. Donc, effectivement, il y a aussi des bienfaits au travail, puis je pense que c'est important de se pencher là-dessus quand on a des difficultés avec le travail, c'est de se demander, ben, qu'est-ce que ça m'apporte le travail? Quelles sont mes motivations à travailler? Donc, le travail peut être une distraction, comme le mentionnait Katia, mais le travail peut aussi nous permettre, par exemple, de socialiser ou de structurer notre horaire. Hein. Quand on se retrouve en arrêt de travail, par exemple, comme notre journée, c'est un peu comme une page blanche, ça peut être dur de se mobiliser au lieu de rester à effoirer sur le sofa, comme on dit. Donc, le travail, ça nous permet ça, de se structurer, de se mobiliser, de se sentir utile aussi. Et bien sûr, on le sait, subvenir à nos besoins. Bien souvent, on en entend des gens qui ont des conditions de santé difficiles, dont la migraine, qui se sentent comme obligés de travailler parce qu'ils ont besoin de sous. Donc, à réfléchir là-dessus, pourquoi on travaille, qu'est-ce que le travail peut nous apporter. Voilà. Donc, Daniel, on t'attend pour la suite. Bonjour. Donc, je vais parler plus calmement maintenant. Donc, en fait, on va vous présenter maintenant la table de matière pour le webinaire. Donc, les données qu'on va vous présenter aujourd'hui et les différentes stratégies qui peuvent vous aider vont être articulées autour du parcours de vie professionnel. C'est-à-dire qu'on va d'abord débuter par le parcours scolaire, donc le choix professionnel. On va ensuite poursuivre avec l'intégration au travail. On va vous expliquer un peu c'est quoi l'intégration au travail, puis ce qui se passe dans cette période-là de la vie. Ensuite, on va aborder les stratégies de maintien en emploi. Puis, on va terminer avec les ressources, donc différentes ressources qui peuvent vous aider dans la vie de tous les jours avec votre condition de santé. Le parcours scolaire. En fait, ce qu'on voit avec les données, c'est que il y a vraiment trois profils qui se dessinent, pardon. Donc, il y a des personnes, en fait, qui n'ont pas d'impact durant leur période scolaire. Donc, soit on fait qu'il y a une absence de la migraine à cet âge, ou qui pas beaucoup d'impact de la migraine chronique sur le vécu scolaire. Le deuxième profil, ils ont un impact léger sur leur vécu scolaire. Donc, ils vont avoir des symptômes de la migraine. Le diagnostic n'est pas toujours donné à cette période-là. Et ils vont avoir surtout des impacts au niveau de la sphère sociale, mais il n'y a aucun impact au niveau académique. Ensuite, pour d'autres personnes, on a un impact qui est de modéré à sévère. Donc, le parcours scolaire va être impacté. Donc, les personnes vont nommer qu'elles ont vécu de l'absentéisme, euh, qu'elles ont un manque de soutien également de l'équipe enseignante, un échec scolaire, charge scolaire trop importante aussi. Puis, euh, le manque de soutien vient de l'équipe enseignante. Des fois, c'est qu'il n'y a pas de connaissance de l'équipe enseignante. Des fois, le diagnostic n'est pas dévoilé non plus. Donc, ce qui fait que c'est quand même assez complexe à ce niveau-là. Par la suite, arrive le choix professionnel. Donc, à ce niveau-là, on a deux profils qui ont été dessinés. Donc, on en a qui n'ont pas considéré la condition de migraine chronique dans leur choix professionnel. Donc, soit qu'il y avait une absence ou qu'il y avait peu de symptômes, il y avait une absence de diagnostic aussi, ou un faible impact de la condition de santé sur le parcours scolaire. Puis, on a un autre groupe que eux, en fait, ont eu un impact de la condition de migraine chronique durant leur parcours scolaire. Donc, ce qui fait que pour le deuxième groupe, il y en a en fait qui ont choisi un plan B, en fait, au niveau professionnel, dans le cadre des études collégiales ou universitaires. Donc, on va avoir un témoignage à ce niveau-là. Donc, on a une personne qui rapporte, j'ai envisagé être médecin. Je ne pouvais pas me rajouter encore plus de travail que j'en avais déjà dans mes études. Il fallait que je réfléchisse parce que tu sais, les longues études, c'est fatigant. Je me suis dit, ça va être beaucoup d'insomnie. Il va même y avoir du travail de nuit. Je me disais qu'être médecin, c'est du travail dans les hôpitaux à temps plein. Des fois, des fois, il va y avoir du bruit. Ça va être stressant. Je pensais au rythme de vie qu'il faut que je tienne, dormir 8 heures par jour, ne pas sauter de repas, essayer de bouger un peu.
je pense que si je décide de devenir médecin, en tout cas pour les prochains 10 ans, ça va vraiment être dur. Donc, j'ai pas le choix de prendre ça en compte et de me dire que bien finalement, c'est peut-être pas le choix le plus judicieux. J'ai fait un entre-deux. Vu que l'anatomie humaine me passionnait, j'ai été chercher ma certification de massothérapeute. Ça m'a permis de contenter un peu mon désir d'apprendre sur le corps humain sans avoir le titre de médecin. Donc, on voit que cette personne-là elle avait un objectif professionnel de devenir médecin qui répondait à différents besoins ou différents objectifs de vie. Et avec sa condition de santé, elle a pris le moment de réfléchir sur c'est quoi mes limites en tant que personne. Euh, Qu'est-ce qui pourrait être un objectif, un plan B qui pourrait me permettre de nourrir un peu mes besoins, donc qu'elle puisse se réaliser au travail, donc pas d'aller faire un travail dans lequel, en fait, elle va se faire un peu comme une fleur, mais vraiment un endroit où elle va pouvoir s'épanouir. Dans ce cas-là, elle a opté pour la massothérapie. Et par la suite, en fait, ce qu'on voit, c'est que les gens s'intègrent sur le marché du travail. Et c'est vraiment là, en fait, qu'il y a quelque chose de majeur qui se passe. Donc, il y a les exigences du marché du travail versus les exigences de la maladie. On voit qu'elles ne sont pas nécessairement alignées. Donc, il y a peu de flexibilité des horaires. Il y a une charge de travail qui est souvent trop intense, puis l'environnement de travail n'est pas toujours adapté. Euh, Puis ça peut avoir des conséquences. Donc, il peut y avoir une augmentation de l'intensité des crises de migraine, une augmentation de la fréquence des crises, une augmentation de l'absentéisme et du présentéisme. Donc, ce qui amène vraiment comme un gros impact chez les personnes qui sont au travail. Ce qui fait que je vais laisser la parole. Ah, attendez. Oui, c'est ça, Camille. Donc, Camille, c'est à ton tour. Oui, je viens juste compléter en fait avec quelques informations issues de la revue littérature qui nous apprend comment la migraine affecte la qualité de vie puis la capacité à travailler des gens. Il y a un rapport qui a été publié l'année dernière par Migraine Canada et les répondants, les répondantes disent que la migraine a un impact sur leur capacité à garder un emploi, leur choix de carrière, leur éducation et leur capacité à trouver un emploi. Il y a 50% des gens qui vivent de l'inquiétude par rapport à la stabilité financière de leur famille et il y a moins du quart des répondants et des répondantes qui ont l'impression que leurs collègues comprennent la migraine et ça crée un grand sentiment d'isolement. Au niveau du dévoilement du diagnostic, ce que ce rapport-là nous dit, c'est que 63% quand même des personnes qui occupent un emploi ont divulgué leur diagnostic de migraine à leur employeur. Et parmi ces personnes-là, il y en a environ 30% qui ont demandé un accommodement en milieu de travail, sauf qu'il y en a 20% qui se sont vus refuser l'accommodement qui a été demandé. Les demandes les plus fréquentes, c'était la flexibilité de l'horaire de travail et des ajustements qui concernent l'éclairage, la station de travail ou les écrans. Et il y a 50% des personnes qui n'ont pas révélé leur état migraineux, qui ont dit qu'elles ne l'avaient pas fait parce qu'elles craignaient des conséquences, même si la migraine avait un impact négatif sur leur travail. Donc, je voulais vous parler ce soir de la stigmatisation parce que c'est quelque chose qui ressort vraiment en ce moment dans la recherche. Donc, qu'est-ce que c'est la stigmatisation? C'est un processus social par lequel on va étiqueter négativement une personne ou un groupe parce qu'on croit que son problème de santé est évitable ou sous son contrôle. Et on sait que ça arrive beaucoup avec la migraine. Donc, par exemple, une personne qui travaille dans un bureau à air ouvert où il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit, des odeurs aussi, des parfums, des produits de nettoyage. Et puis, ajuster l'éclairage, c'est pas possible. Elle doit souvent quitter plus tôt parce qu'il y a une crise de migraine qui se déclenche en après-midi. Il y a des collègues qui ont des propos méprisants. Le supérieur immédiat demande si ça serait pas possible d'avoir de la migraine le soir. La personne est vue de manière négative. On la voit comme quelqu'un qui est faible, qui est peu fiable, qui est moins travaillante que les autres. Ça, c'est de la stigmatisation. Parce que la personne est considérée comme responsable de sa condition. Puis que son identité est altérée. À l'extrême, on va réduire cette personne-là au problème de santé avec lequel elle vit, puis aux caractéristiques de ce problème de santé. Donc, dans l'exemple que je viens de donner, on va dire cette personne-là n'est pas fiable. Alors que la réalité, ça serait plus la migraine est imprévisible. Cette personne-là a besoin de flexibilité pour s'adapter aux crises lorsqu'elles surviennent. La stigmatisation est intériorisée quand une personne adopte la croyance sociale négative selon laquelle la migraine diminue sa valeur. Donc, les caractéristiques qu'on attribue à la maladie
sont déplacés sur la personne. Si je reprends mon exemple, ben, la personne qui vit avec la migraine dans cet environnement-là de travail va peut-être en venir à se dire au fil du temps, c'est vrai que je suis pas fiable. Elle va peut-être décider parfois de rester jusqu'à la fin de la journée, même si elle se sent vraiment pas bien. Donc, ça, on a vu que c'est du présentéisme. Et ça risque d'augmenter la fréquence et l'intensité des crises. Donc, pourquoi je voulais vous parler de stigmatisation ce soir? C'est parce que la recherche montre très clairement que la stigmatisation contribue à l'incapacité associée à la migraine, ainsi qu'à une qualité de vie réduite, parce que la stigmatisation crée de la détresse psychologique. Donc, quand on vit de la stigmatisation, ça interfère avec notre habileté à s'adapter à la vie avec la maladie et ça augmente les symptômes dépressifs et les symptômes d'anxiété. Et donc, je me disais qu'avoir cette information-là, ben, c'est peut-être commencer à penser à notre qualité de vie de manière différente. Alors, quand on vit une situation difficile au travail, que ce soit parce qu'on vit de la stigmatisation ou autre chose, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on s'adapte? Est-ce qu'on s'arrête temporairement de travailler? C'est ce qu'on va voir avec Annie. Daniel et Camille nous ont parlé de tous les obstacles qu'on pouvait rencontrer quand on s'intègre dans le milieu du travail. Donc, moi, je voulais vous aider un petit peu à réfléchir à votre propre situation personnelle au travail. Donc, je pouvais pas ce soir, bien sûr, me passer la situation personnelle de chacun. Il y a trop de types d'emplois qui existent, mais je me suis dit que si vous présentais la façon sommairement là, qu'un ergothérapeute réfléchit à la situation de travail, ben, ça pourrait vous aider à analyser votre propre situation et vous outiller. Donc, l'ergothérapie voit vraiment la situation de façon très globale. On considère donc trois sphères: la personne, donc ça serait vous-même, donc la personne qui vit avec la migraine, les exigences de son travail, mais aussi l'environnement de façon plus globale. Fait que je vais regarder avec vous vraiment les trois sphères. Puis pendant qu'on chemine, on va pouvoir répondre mieux à la question qu'on se fait souvent poser, qui est: est-ce que je devrais m'arrêter de travailler? Et si oui, quand est-ce que je devrais m'arrêter? C'est quand le bon moment? À quel moment on sait qu'on ne doit plus continuer? Pour mieux vous illustrer ceci, je vais vous lire le témoignage de Marie, où on voit vraiment qu'il y a eu un dilemme à savoir: est-ce que je m'arrête pas? Donc, durant plusieurs années, j'ai mis ma souffrance de côté pour répondre aux diverses tâches qui m'étaient assignées. De nature, j'aimais être très occupée, mais au fur et à mesure que le temps passait, c'est devenu de plus en plus laborieux d'exécuter mon travail et ma performance s'en est sentie. Le fait de tester plusieurs traitements de fond nuisait énormément. Pas question d'arrêter de travailler, c'était pour moi un échec qui m'angoissait énormément. Évidemment, à ce rythme-là, plusieurs dépressions anxieuses ont suivi et j'ai dû accepter d'être en arrêt de travail à 3 reprises. Si c'était à refaire aujourd'hui, je ne suis pas certaine que j'aurais attendu tout ce temps avant de m'arrêter. Donc, on voit bien dans le cheminement de Marie que autant initialement, c'était pas envisageable de s'arrêter, avec le recul, elle se demande si elle aurait pas dû le faire. Donc, à la diapositive suivante, on va commencer par analyser tout ce qu'on doit réfléchir quand on pense à la personne qui a la migraine et qui travaille. Je pourrais pas regarder tout en détail, mais je vais vous pointer les choses qui m'apparaissent les plus importantes. Donc, par rapport à votre migraine, ce qui est le plus important selon moi à regarder, c'est: est-ce que vous êtes à risque de chronicisation de votre condition? Donc, pour savoir ça, je vous ai mis dans les références, vous allez recevoir le guide des références à la fin. Je vous ai mis un lien où vous allez avoir tous les facteurs de risque de chronicité, puis vous allez pouvoir vous situer là-dedans. Si vous identifiez que vous êtes à haut risque actuellement de chronicité et que, par exemple, vous faites entre 8 et 15 crises par mois, donc que vous êtes épisodique fréquent, mais à ce moment-là, ça pourrait être plus bénéfique de penser à vous arrêter pour éviter que votre condition s'exacerbe en raison du travail et que vous tombiez dans ce qu'on appelle la migraine chronique, donc à fréquence chronique. Parce que c'est plus difficile après à traiter. C'est faisable, mais c'est plus difficile. Donc, ça serait la première chose à laquelle je vous dirais de penser. Aussi, si vous pensez à votre personnalité,
ou à vos expériences, votre côté plus émotif. Quelles sont vos réactions face à la maladie en ce moment? Parfois, dans notre parcours de vie avec la migraine, on va avoir des périodes où on se sent particulièrement résilient envers la maladie. C'est tant mieux. Mais il y a d'autres moments où on a l'impression qu'on est vraiment envahi par notre condition. À ces moments-là, je vous dirais que l'arrêt de travail serait bien bénéfique aussi parce que ça va vous permettre de prendre un recul et de prendre soin de vous. On pourrait avoir tendance à penser que c'est comme si on évitait la situation du travail, mais c'est pas tout à fait ça. C'est plus que, par exemple, si on est très stressé en général, puis que le travail, c'est un facteur de stress supplémentaire, ben, prendre un arrêt de travail, prendre ce recul-là, ça va nous permettre de développer nos habiletés à gérer notre stress d'abord au quotidien, d'envisager comment on pourrait mieux gérer en retournant au travail, puis de se réexposer progressivement. Donc, faut vraiment le voir comme l'arrêt de travail, c'est pas un congé, là. Ça va nous permettre vraiment de nous réhabiliter, nous réadapter progressivement. Aussi, une autre chose à laquelle vous pouvez penser, c'est dans votre type de personnalité, c'est est-ce que vous êtes du genre à en faire trop ou pas assez? Si vous êtes du genre à avoir de la difficulté à écouter vos limites puis à les respecter, peut-être devriez penser pas à vous arrêter complètement, mais peut-être à travailler à temps partiel ou à essayer d'alléger vos tâches de travail d'une façon ou d'une autre pour pouvoir vraiment, pour éviter de toujours dépasser vos limites puis de continuer à toujours déclencher des crises. Puis les quelques jours que vous aurez de libre, ben, ils vous permettront de travailler progressivement à réfléchir comment je pourrais faire pour mieux m'adapter au travail avec la migraine. Puis finalement, je voulais lancer le message aux gens qui souffrent de migraine à fréquence chronique depuis longtemps. Si dans votre quotidien, vous êtes maintenant habitué à vivre avec ce type de migraine-là, vous trouvez que votre quotidien va bien, puis vous sentez que vous seriez capable de reprendre un petit peu le travail, ben allez-y. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de bienfaits à travailler. Donc, dans vos motivations à travailler, vous pouvez aller trouver vraiment des bienfaits là-dedans pour votre santé mentale. Puis, on n'est vraiment pas condamné à plus travailler qu'on a en migraine à fréquence chronique, mais c'est sûr qu'il faut trouver un emploi adapté. Pour chaque chose dont je vous parle là, dans chacune des sphères, je veux pas que vous reteniez que, moi, je suis à risque de chronicité, par exemple, que ma migraine a risque de s'exacerber vers la migraine chronique, donc je dois m'arrêter. C'est pas quand on a juste un facteur qui fait qu'on doit s'arrêter complètement. J'essaie juste de vous faire ressortir les plus importants à considérer. Puis si là, vous en voyez beaucoup qui s'additionnent pour vous, ben, ça va vous dire, ouais, peut-être que je devrais accepter plus de m'arrêter de travail. Fait que ça, c'était vraiment pour ce qui est de la personne. Sur la diapositive suivante, on va explorer la deuxième sphère, qui est celle de l'environnement. Donc, là, ce que je dirais qui est le plus important à observer, c'est est-ce que votre maladie, elle est bien contrôlée ou non par un suivi médical? Si vous avez un suivi médical là, qui n'est pas adapté, exemple, votre médecin traitant qui connaît peu la migraine ou vous n'avez pas accès à un médecin spécialiste que vous en auriez besoin, ben, un arrêt de travail serait préférable parce que on doit d'abord avoir une bonne base, hein, que la migraine soit bien traitée au niveau médical pour pouvoir pour pouvoir se confronter à des exigences de travail plus élevées. Aussi, je vous ai mis là vous voyez à l'écran plusieurs composantes du travail, de l'environnement au travail, donc ce qui est physique, culturel, social, organisationnel. Vous pourrez prendre le temps de les lire. C'est toutes des composantes sur lesquelles on a plus ou moins de contrôle. Ça va être difficile de les changer, en tout cas du jour au lendemain. Donc, si vous trouvez qu'il y en a beaucoup dans votre milieu de travail et qu'en plus, vous voyez que quand vous vous exposez au travail, il y a de plus en plus de migraines, mais encore là, ça serait bien de prendre un pas de recul en s'arrêtant. Finalement, la dernière sphère à explorer, qui est la sphère de l'occupation, c'est la prochaine diapositive. Ce que je veux vous mentionner, c'est les deux choses suivantes. Premièrement, est-ce que votre travail vous permet d'avoir des habitudes de vie protectrices de la migraine sur votre lieu de travail? Qu'est-ce que c'est les habitudes de vie protectrices de la migraine? Ben, c'est quand on parle de manger à des heures régulières, bien s'hydrater, pouvoir prendre des pauses, de gérer son énergie,
Quoi d'autre encore? La posture, il y en a des tonnes. On peut pas tout adresser ça ce soir, mais si vous vraiment vous remarquez que, par exemple, vous, le sommeil à des heures régulières, c'est une des habitudes de vie protectrices de la migraine qui vraiment voit un impact, qui vous aide vraiment à gérer votre condition, puis que votre travail vous permet pas d'avoir cette habitude de vie-là parce que vous êtes amené à changer de corps de travail souvent, vous travaillez pas aux mêmes heures à chaque jour, ben ça aussi, ça va être un indice que peut-être faut penser à s'arrêter le temps de vraiment bien stabiliser la maladie, puis peut-être à réfléchir dans quelles autres conditions de travail on pourrait travailler pour que ça soit plus fonctionnel à long terme. Et aussi, deuxième point, je voulais vous amener le point de vue parce que une autre question qu'on reçoit souvent, c'est à quoi ça sert un arrêt de travail? Qu'est-ce que je vais faire quand je vais être en arrêt de travail? On voit ça vraiment comme un échec. On l'a senti aussi dans le témoignage là, de Marie que je vous ai lu tantôt. Donc, vraiment, un arrêt de travail, il faut pas oublier que c'est aussi pour apprendre à gérer sa maladie. Puis la migraine, c'est pas facile à gérer. Premièrement, il y a une tonne de choses à apprendre sur la migraine que nos médecins n'ont pas le temps de faire. Puis c'est pas parce qu'on sait, par exemple, qu'il faut apprendre à gérer son stress mieux que la majorité des gens parce que nous, ça nous déclenche des crises, qu'on sait exactement comment faire puis que c'est facile à faire. Changer ses habitudes, c'est dur. Ben, un arrêt de travail, c'est ça que ça vous permet de faire, d'identifier, vous, c'est quoi vos déclencheurs les plus fréquents, les habitudes de vie que vous avez besoin le plus de mettre en place, puis ça vous aide, ça vous donne le temps de les mettre en place. Donc, prendre soin de toi, gérer sa maladie, c'est une job en soi. Fait que c'est ça que je voulais vous lancer. Quand vous êtes en arrêt de travail, vous l'êtes pas vraiment. Vous avez une maladie invisible, puis prendre soin de vous, la gérer, c'est un travail invisible en soi. Donc, permettez-vous, quand vous en avez besoin, de vous arrêter, prendre soin de vous. Fait que c'est le message que je voulais vous lancer. Sur la diapositive suivante, c'est un résumé, en fait, de ce que je viens de vous dire. Donc, si vous voulez réfléchir à est-ce que moi, je devrais m'arrêter de travailler, ben, posez-vous surtout la question, non, pardon, c'est pas ce que je voulais vous dire. Vous pourrez garder en tête les éléments que je vous ai déjà dit et aussi, j'aimerais que vous gardiez en tête, si vous faites un long arrêt de travail, pensez à y retourner de façon le plus progressive possible. Donc, souvent, que ce soit les assureurs, dépendamment de votre médecin, ça dépend, même les employeurs, des fois, ça dépend. Tous les arrêts de travail qui sont plus longs, disons, que 2 mois, ils vont trouver que c'est trop long. Mais des fois, il faut se battre pour ce à quoi on a droit. Si vous avez été arrêté longtemps, donc je parle de au-delà de 3, 6 mois, ben je vous conseille de retourner de façon très, très, très progressive. Votre cerveau migraineux, là, qui aime la stabilité, il va vous en remercier. L'objectif, c'est pas de se mettre de la pression et de se dire, oh my God, si je m'arrête, il faut que ça soit le plus court possible. C'est pas ça. L'objectif, c'est de prendre tout le temps que vous avez besoin, puis quand vous retournez, vous essayez de retourner le plus progressivement possible. Une autre question qui nous arrive souvent, c'est bon, ben comment je fais pour réussir mon retour au travail si j'ai dû m'arrêter et si je n'ai pas dû m'arrêter, comment je fais pour me maintenir en emploi malgré les difficultés que je rencontre? Ce que vous devez le plus réfléchir, c'est apprendre à connaître vos déclencheurs à vous. Hein. On sait, il y en a des tonnes de déclencheurs de crise de migraine. C'est pas la cause de la migraine, mais c'est la partie qu'on peut plus ou moins contrôler. Donc, c'est de celle-là qu'on vous parle ce soir pour que vous puissiez reprendre le contrôle. Donc, de bien connaître vos déclencheurs à vous. C'est pas tout le monde qui a les mêmes. Une fois que vous allez bien connaître les vôtres, c'est de voir est-ce que mon travail m'expose à mes déclencheurs les plus fréquents? Comment je pourrais m'organiser, adapter les choses pour être le moins possible exposé à mes déclencheurs au travail? Des fois, c'est plus simple comme solution, des fois moins, mais on va y réfléchir plus en détail tout à l'heure ensemble. Maintenant, je vais vous présenter Camille. Ben, en fait, vous la connaissez déjà, vous l'avez vue tantôt, mais on va discuter un petit peu plus ensemble pour vous donner une idée de comment vous pouvez réfléchir à votre situation avec les 3 sphères que je viens de vous présenter. Fait que Camille, j'étais curieuse de savoir, là, parce que Camille, en ce moment, elle n'est pas au travail, comme elle vous a dit. Ben, c'est pas vrai. Elle travaille 12 à 15 heures par semaine, mais elle est pas elle a plus comme un emploi de pigiste.
Puis elle se questionne souvent, ça devrait retourner travailler au cégep, enseigner au cégep. Donc, je me demandais, quand tu regardes la sphère de la personne, premièrement, Camille, est-ce que tu as l'impression que ta personne, elle est prête à retourner au travail au cégep? Ben là, j'ai un traitement qui fait beaucoup plus effet parce que j'étais en essai de traitement quand j'ai essayé d'enseigner, mais là, c'est plus stable. Donc, à ce niveau-là, c'est bien. Puis, j'ai aussi beaucoup travaillé pour moins me laisser happer par la spirale d'anxiété. Quand la crise commence, j'ai moins peur qu'avant que la douleur empire ou que ça dégénère là, pendant des heures et des jours. Donc, ça, c'est mieux. C'est mieux qu'avant. Fait. Puis si on regarde la composante plus de l'environnement, est-ce que... Euh, Ah, vas-y. Ben, si je voulais continuer à enseigner, il faudrait que ce soit plus proche de chez moi parce que le temps de transport, c'est un enjeu. Par contre, il y a beaucoup de facteurs sur lesquels j'ai pas de contrôle en enseignement, là, comme l'horaire de travail. Je me rends compte cette année à quel point ça fait une grosse différence de pouvoir avoir des matins plus doux, plus lents, de commencer à travailler plus tard. Donc ça, j'ai pas le contrôle là-dessus. Mhm. Et finalement, est-ce que tu penses que ton travail est compatible avec ta condition? Et le plus dur, c'est qu'en enseignement, c'est très difficile de garder une charge de travail réduite. Mes collègues qui travaillent et qui commencent à temps plein, ils font souvent 50, 60 heures par semaine. Donc, moi-même, à temps partiel, je travaillais facilement 25, 30 heures, plus que ça quand j'étais en période de correction. Euh, Puis je suis pas sûre de pouvoir soutenir ça à long terme, même si ça va mieux. Donc là, c'est ça que je suis pas sûre que c'est compatible avec la maladie. Oui, parce que là, Camille, elle a appris vraiment beaucoup de choses pendant la pause qu'elle s'est octroyée. Elle a réalisé que ses matins tranquilles l'aidaient beaucoup à fonctionner le reste de la journée, puis qu'elle est capable de travailler jusqu'à 15 heures par semaine en ce moment. Mais du temps plein, ça, c'est quand même une grosse marge de plus, tu sais. Donc, moi, quand je vois la situation de Camille avec les trois sphères, je me dis, ben, Camille, en tant que personne, elle est prête. Elle a cheminé beaucoup, sa condition est plus stabilisée, est prête à travailler, c'est la preuve, elle le fait en faisant 15 heures par semaine. Par contre, le travail où elle était, qui a des exigences très élevées, surtout pour les gens qui débutent, hein, puis que les gens dépassent leur heure de façon, tu sais, répétitive, c'est peut-être pas, c'est un milieu où ça serait très difficile de respecter ses limites à elle. C'est pas infaisable, mais ça serait très difficile. Donc, ça vous donne une idée de comment on peut réfléchir avec ces trois sphères-là. Merci beaucoup, Camille, pour ton partage. Alors là, on a fait le tour de toute la partie intégration en emploi, les difficultés qu'on peut rencontrer, est-ce qu'on doit s'arrêter, comment retourner. Bien, justement, on va approfondir qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider à réussir son retour au travail ou à se maintenir en emploi. La différence entre les termes, c'est qu'on se maintient en emploi quand on n'a pas nécessairement eu d'arrêt avant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, dans un premier temps, je voulais vous lire le témoignage de Caroline, qui est très inspirant. Donc, Caroline est optométriste. Elle nous dit que quand elle a une migraine nocturne, elle ne peut pas rentrer pour ses patients le matin. Elle texte alors une assistante qui annule ses premiers patients de la journée. Chaque semaine, elle se laisse une demi-journée de libre dans son horaire pour pouvoir transférer les patients annulés sans trop de difficultés. Ça lui enlève beaucoup de pression. Ça fait presque 2 ans qu'elle fonctionne comme ça. Et lorsqu'elle explique la situation aux patients qui sont déplacés, ils comprennent totalement. Moi, j'ai trouvé son témoignage vraiment inspirant parce que on pourrait penser que quand on a un emploi où on a des rendez-vous fixes, hein, c'est vraiment dommage si on doit caler malade, comme on dit, si on doit s'absenter à cause d'une crise, parce qu'il y a des gens qui vont perdre leur rendez-vous. Mais je trouve qu'ils ont vraiment trouvé une belle façon en équipe, en plus de s'entraider, puis d'adapter, d'avoir une flexibilité dans l'horaire de Caroline pour lui permettre de travailler. Donc, j'espère que ça va vous inspirer des idées. On va faire le tour ensemble dans les prochaines diapositives de plein d'autres choses auxquelles vous pouvez penser, mais des fois, il faut être créatif comme le fait Caroline. Donc, sur la diapositive suivante, je vous montre les principaux domaines où vous pouvez agir vous-même. Il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites, mais là, je voulais vraiment vous mettre le pouvoir entre vos mains ce soir, vu qu'on s'adresse à vous.
Donc, puis je vais vous donner les exemples les plus profitables dans chacun. Donc, pour ce qui est de la posture, le plus important, c'est que même si vous avez un travail, que vous travaillez debout, assis, peu importe, c'est que vous variez vos positions de travail. De ne jamais maintenir longtemps une même position. Le corps s'épuise, ça crée des tensions, puis surtout quand c'est dans le haut du dos, là, et plus haut, là, ça peut déclencher une crise. Donc, vraiment, variez vos positions. Essayez de trouver des façons de faire la même chose, mais dans une position différente. Si vous avez un emploi qui est très intense physiquement, qui est donc, tu sais, qui est un travail physique, c'est plus la gestion de l'énergie qui va vous aider. Qu'est-ce que c'est la gestion de l'énergie? Ben, c'est vraiment plein d'astuces, là. Il va falloir que vous fouillez un petit peu là-dessus. Mais par exemple, c'est si vous avez à soulever des tâches lourdes dans une journée, mais de ne pas essayer de le faire tout en même temps, de voir si c'est possible d'étaler dans la journée les charges à lever pour le faire plus par petites périodes puis avoir des pauses entre. Les pauses, c'est pas nécessairement rien faire, mais c'est du moins plus soulever des charges lourdes puis peut-être marcher des longues distances à la place pour éviter de tout lever du même coup. Ça vous donne des petites idées, mais il y a vraiment beaucoup de techniques de gestion de l'énergie. Pour la gestion du stress, ce qui est le plus marquant dans la littérature, c'est vraiment à quel point les techniques de relaxation et de méditation sont bénéfiques. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. La meilleure technique sera celle qui vous plaît, celle qui vous accroche et qui fait que vous allez la faire de façon régulière. Et si vous arrivez à intégrer ça, c'est prouvé que ça peut être aussi efficace que la médication préventive pour la migraine. Donc, à intégrer dans sa vie, pas juste au travail non plus. Pour ce qui est de l'horaire, ce qui est reconnu comme étant le plus aidant pour les gens qui vivent avec la migraine, ben, c'est de manger à des heures régulières et aussi d'avoir une flexibilité, comme nous l'a dit Camille dans son témoignage, donc d'avoir une flexibilité d'horaire. Souvent, les gens vont avoir cette flexibilité-là en faisant du télétravail, donc pouvoir se permettre de faire des journées plus courtes quand ça va moins bien, quand il y a une crise qui se pointe, puis de faire des journées peut-être un peu plus longues quand on se sent mieux. Pour ce qui est de l'utilisation des écrans, autant que possible, mettre en mode nuit tous les écrans que vous utilisez, même votre ordinateur principal, pour avoir le moins possible de lumière qui arrive dans vos yeux, parce qu'on sait que le cerveau migraineux, il est très sensible, hypersensible en fait. Pour le bruit, ben, c'est un peu évident ce que les bouchons là, que je vous ai mis. Donc, je m'étendrai pas là-dessus. Pour ce qui est de la luminosité, là, les lumières en milieu de travail, ça, on a souvent moins de contrôle. Ce qu'on peut faire, j'ai vu beaucoup de gens adopter ça, c'est d'avoir notre propre lampe personnelle et de fermer les fameux néons ou autres éclairages plus industriels qui nous causent la migraine. Si on est dans des endroits communs, ça peut vouloir dire que quelques personnes dans le même bureau que nous vont devoir aussi avoir leur éclairage personnel. Ben, des fois, les collègues sont comme agréablement surpris que on fait des aménagements pour nous puis que ça leur fait drôlement du bien à eux aussi, même s'ils sont pas migraineux. Donc, faut pas se gêner des fois de proposer. Puis pour ce qui est des odeurs, ben, ce qui est le plus simple que vous avez entre les mains comme moyen, c'est d'appliquer une crème ou des huiles essentielles juste en dessous du nez avec une odeur forte, mais que vous tolérez. Donc, que ce soit l'eucalyptus, menthol ou lavande. Il y a plein d'autres trucs qu'on pourrait explorer plus spécifiques à votre travail à vous. Mais ce soir, comme c'est plus général, c'est vraiment, je voulais faire ressortir les plus importants puis ceux où vous avez du pouvoir. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'on peut faire quand on est au travail pour gérer son prodrome. Bon, si vous connaissez pas c'est quoi le prodrome, en fait, c'est la phase parce qu'une crise migraineuse a plusieurs phases, puis le prodrome, ben, c'est la phase de la première phase de la crise où on commence à ressentir, par exemple, la fatigue ou d'autres symptômes. Puis avec le temps, on peut apprendre vraiment à reconnaître qu'on est en prodrome. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on se sent en prodrome ou même en postdrome? Ça peut être très bon aussi, les astuces qui sont ici. Donc, il y a des gens qui vont sentir une diminution de concentration. Ce qui est conseillé pour ça le plus souvent, c'est de prendre des micro-pauses. Parfois, la technique, elle est appelée Pomodoro.
Donc, vous allez voir Pomodoro, c'est de prendre, je pense, aux 25 minutes ou aux 20 minutes, prendre une pause de 5 minutes. Bon, ça peut être excessivement fréquent, là, pour certains. On a l'impression qu'on doit comme arrêter notre travail toujours en plein élan, puis il faut se mettre une alarme pour pas passer à côté. Vous pouvez essayer, tu sais, vous pouvez personnaliser ça à vous, mais c'est juste de dire, bon, ben, dès que je ressens une fatigue légère ou même avant d'être fatigué, de prendre des pauses et de façon plus régulière que, disons, le fameux 15 minutes par demi-journée qu'on nous octroie au travail. Donc, peut-être de faire 3 pauses de 5 minutes à la fois serait plus bénéfique pour vous que le 15 minutes qui est plus typique. Donc, à tester. Puis aussi, d'éviter autant que possible les distractions quand vous devez vous concentrer sur des tâches qui sont plus difficiles. Donc, notre cerveau n'est pas fait pour le multitâche, c'est prouvé, même les cerveaux qui sont normaux. Donc, voilà, de d'essayer de trouver, peut-être en travaillant à la maison pour certains types de tâches, là où vous pouvez vous concentrer parfaitement. Voilà. On va passer à la diapositive suivante où je vous donne de dernières astuces pour bien réussir un retour au travail. Donc, vous pourriez, par exemple, diminuer vos tâches que vous avez à faire hors travail, que ce soit concrètement, là, je vous donne des exemples. Vous engagez une femme de ménage pour les 3 premiers mois où vous devez retourner au travail pour vous sentir plus le temps de vous reposer quand vous êtes à la maison, moins stressé. Même chose au niveau des responsabilités familiales. Vous pourriez avoir des repas plutôt de type congelé pour les premiers temps, etc. Les autres astuces vont de soi, là, vous les avez devant vous. Voilà, maintenant, je passe la parole à mon collègue Daniel. Voilà. Donc, en fait, on l'a vu, le monde du travail peut être aidant pour les gens, mais il peut être aussi contribuer négativement à empirer un peu la condition de santé chez les personnes qui vivent avec une condition de migraine chronique. Ce qu'on voit, c'est que des fois, il peut y avoir un manque de soutien des collègues, en fait, qui peut provenir de préjugés négatifs face aux mesures d'accompagnement qui ont été mises en place. Ils peuvent confondre les mesures d'accompagnement avec du favoritisme de la part des supérieurs hiérarchiques. Donc, Annie le dit, des fois, on peut amener certains aménagements qui vont être bénéfiques, euh, mais ce n'est pas tout le monde qui a le regard nécessairement qui va être positif pour eux. Ça peut nuire. Ensuite, on peut avoir un manque de soutien des supérieurs. Donc, le supérieur peut manquer de flexibilité. Il peut manquer de cohérence aussi avec les mesures d'adaptation et plus encore. Donc, des fois, il y a des environnements de travail où ça peut être possible, par exemple, d'avoir un heure d'arrivée et de départ flexible, mais l'employeur ne va pas nécessairement le mettre en place. Ensuite, on peut avoir un manque de flexibilité organisationnelle. En fait, des fois, l'employeur peut faire preuve de flexibilité ou s'entendre avec l'employé sur des mesures d'accommodement. Par contre, des fois, c'est l'appareil organisationnel et de la part des ressources humaines, donc parce qu'il va y avoir des fois une structure trop rigide qui va venir un peu bloquer les mesures d'accommodement qui vont être mises en place par le supérieur. Ensuite, on va arriver à un exemple de témoignage. À l'autre, voilà. Donc, la personne nomme dans un endroit où j'ai travaillé. La gestionnaire avait fait changer l'éclairage afin de m'accommoder moi et certains de mes collègues vivant avec la migraine chronique. Elle me donnait de la flexibilité dans mon horaire. Cela a été reçu négativement par des collègues. Il y avait des rumeurs comme quoi il y avait énormément de favoritisme, des gens partant. Ça partait peut-être du fait qu'elle avait changé mes néons et qu'elle était flexible sur mon horaire. Il y avait beaucoup d'employés qui parlaient de ça entre eux. Ils n'en parlaient pas devant moi. Donc, je te dirais que oui, les relations à cet emploi-là ont été particulièrement difficiles. Donc, un témoignage qui démontre que l'employeur a voulu mettre en place des mesures d'accompagnement pour aider la personne qui vit avec une condition de migraine chronique, mais que des préjugés de la part des collègues et que ça l'a vraiment nuit à la personne au travail, donc qui voulait se maintenir en emploi. Par la suite, on va arriver euh, à l'équilibre. Donc, la personne, en fait, elle a des besoins. Donc, elle peut avoir aussi des limites qui sont liées à la maladie et au sens qu'elle accorde au travail. Puis, l'employeur, de son côté, donc l'organisation, elle peut aider cette personne en faisant preuve de flexibilité, de soutien et adapter l'environnement. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un équilibre entre
l'organisation et la personne. Donc, si l'organisation favorise trop la personne, on peut arriver à la limite de la contrainte excessive. Donc, euh, oui, effectivement, l'organisation est dans l'obligation légale d'accommoder les travailleurs. Par contre, elle ne peut pas se nuire à elle-même. Et de l'autre côté, en fait, si c'est trop au profit de l'organisation, mais l'organisation, elle peut faire preuve de soutien, de flexibilité, des choses comme ça. Mais si elle ne le met pas en place et qu'elle peut le faire, elle va venir nuire à la personne. Donc là, on n'est pas en équilibre au niveau des besoins de la personne, des possibilités de la personne, de l'organisation, pardon, de mettre en place des mesures d'accommodement qui sont vraiment bénéfiques pour la personne, tout en respectant en fait la nature du travail. Voilà. Les éléments en fait qui sont à considérer pour parler de contraintes excessives, donc on va parler en fait du coût, des éléments qui sont en lien avec la sécurité du travail, de l'atteinte portée à la convention collective, l'impact sur le moral des autres travailleurs, l'interchangeabilité entre les postes, comme la taille de l'entreprise, sont des éléments qui sont pris en compte afin de parler de contraintes excessives. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des mesures d'accommodement qui peuvent être mises en place dans une organisation pour un poste X et vous avez, par exemple, un ou une amie ou une personne que vous connaissez qui a aussi une condition de migraine chronique. Ça se peut dans son environnement de travail à elle, ce soit d'autres choses qui peuvent être mises en place. Il ne faut pas oublier que les mesures d'accommodement doivent être adaptées à la personne. Et donc, c'est ça. Donc, l'équilibre, il est important en fait de ne pas désavantager la personne ou l'organisation, mais un équilibre est bel et bien possible. L'employeur, en fait, si on regarde à l'autre diapositive, euh, donc, il y a des leviers qui peuvent être mis en place, en fait, pour aider les personnes à se maintenir en emploi. Donc, l'organisation, de son côté, en fait, elle peut faire preuve de flexibilité. Si la nature du travail le permet, elle pourrait permettre à l'employé, donc vous permettre, en fait, de faire du télétravail, de vous donner une forme d'autonomie aussi pour la gestion de l'horaire. Donc, Annie le dit tantôt, elle a donné un exemple avec la personne qui était optométriste, si je ne m'abuse. Donc, elle travaillait son horaire habituel, mais elle s'était réservé une période dans la semaine pour reprendre, en fait, les heures qu'elle n'avait pas pu reprendre. Donc, c'est un exemple euh, de gestion, en fait, de l'horaire. Aussi, des politiques de ressources humaines ajustables. Donc, on le veut un peu plus tôt. Des fois, c'est trop rigide et ça peut nuire aux personnes. Du travail à temps partiel, il y a des gens qui sont pas en mesure de travailler à temps plein pour différentes raisons et il y en a qui doivent travailler à temps partiel. Et le travail à temps partiel peut être utile pour différentes raisons, donc avoir plus de périodes de repos. Et ça peut également permettre, si par exemple vous travaillez 4 jours semaine, de reprendre la journée de travail que vous avez manqué, une journée qui est initialement une journée de congé. Mais tout ça, évidemment, doit être en adéquation avec la nature du travail que vous exercez et aussi avec vos limites personnelles, vos objectifs et votre réalité, en fait, qui est unique à vous. Et aussi l'environnement, l'organisation, pardon, des fois peut adapter l'environnement physique. Donc, par exemple, l'éclairage, tout ce qui est au niveau ergonomique aussi. Donc, est-ce que l'écran est bien ajusté? Est-ce que l'environnement aussi est bruyant ou non? Donc, voilà aussi l'organisation, des fois, pourrait mettre en place euh, une politique, par exemple, sans parfum, je l'ai dit pour l'ergonomie et tout. Et oui, on s'attend à ce que l'organisation fasse ces choses-là. Par contre, de votre côté, vous pouvez regarder, est-ce qu'il y a des choses que vous voyez que peut-être qui pourraient être mises en place pour vous aider, vous, et vous pourrez regarder dans votre milieu après ça avec votre syndicat si vous êtes syndiqué et avec l'employeur s'il y a des choses qui peuvent être mises en place pour vous aider. Donc, c'est un peu une responsabilité partagée. La recherche a permis de définir différents types de dévoilement. Donc, des fois, on va se poser la question, est-ce que je dévoile ou pas? Comment je dévoile, à qui je dévoile? On ne peut pas vous dire dévoiler ou ne dévoiler pas, c'est vraiment en fonction de vous, votre cheminement, votre environnement de travail. Donc, au niveau des types d'évolutions qui ont été soulevés, donc, il y en a en fait, c'est le non-dévoilement. Donc, il ne faut pas oublier que le dévoilement du diagnostic, c'est toujours un choix personnel. Il y en a certains qui peuvent craindre de perdre leur emploi ou de craindre le regard des autres. Ils peuvent également s'avérer plus difficiles de dévoiler dans certains milieux pour différentes raisons. Un milieu qui est plus compétitif, par exemple, ou qui n'est pas suffisamment soutenant. Ensuite, on peut avoir des gens qui vont dévoiler par sentiment d'obligation. Donc, il y a des gens, en fait, qui ont rapporté qu'ils ont dévoilé le diagnostic parce qu'ils ressentaient qu'ils devaient le faire parce qu'en fait, les symptômes, donc la rougeur, des fois, ça va être aussi le teint plus blanc, plus blanchâtre. Ça peut amener des collègues et des
supérieur à questionner la personne. Donc, comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu es plus irritable? Comment ça se fait que tu as le visage rouge, des choses comme ça? Donc, ce qui fait qu'on se sent un peu forcé des fois de dévoiler notre diagnostic. Ensuite, ça peut être également lié à l'absentéisme, donc qui peut amener l'environnement de travail à questionner la personne sur le motif de ses absences. Donc, ça peut vraiment être différents facteurs qui peuvent amener la personne à ressentir qu'elle a l'obligation de dévoiler sa maladie. Ensuite, on a un dévoilement qui est de type stratégique. Donc, il y a des gens en fait qui vont dévoiler en partie leur diagnostic. Donc, qui vont articuler le discours afin de dévoiler minimalement ce qu'elles doivent dévoiler afin d'obtenir un emploi. Par exemple, dans le milieu de la santé, euh, on peut avoir un questionnaire médical, un bilan médical. Donc, il y a des gens qui vont vraiment filtrer minimalement ce qu'elles doivent dire, sans plus. Ensuite, on a des gens qui vont dévoiler leurs conditions au moment qu'elles jugent opportun. Donc, il y en a qui vont s'intégrer dans un travail, mais qu'elles ne veulent pas avoir l'étiquette j'ai une migraine chronique ou j'ai une céphalée dans le front. Donc, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont exercer leur travail comme les autres autant que possible malgré les défis. Et à un moment donné, en fait, elles vont dévoiler le diagnostic, vont dire d'une certaine manière, voilà, je m'appelle Daniel ou je m'appelle tel nom, j'ai une migraine chronique, mais vous voyez, ça ne m'a pas empêché de faire mon travail. Regardez qui je suis avant de parler du diagnostic. Ensuite, on va avoir un dévoilement à l'intérieur d'une relation de confiance. Donc, la personne va dévoiler aux gens avec qui elle se sent à l'aise, donc de dévoiler, en fait, d'ouvrir un peu cette porte sur son intimité. Puis, n'oubliez pas que le dévoilement, c'est toujours un choix personnel. Choisir de dévoiler ou de ne pas dévoiler, ça offre différentes issues qui varient grandement en fonction du milieu euh, et, en fait, de votre parcours personnel aussi. Afin d'obtenir des mesures d'adaptation au travail, il est toutefois nécessaire de dévoiler sa condition de santé afin que l'employeur comprenne vos besoins. Donc, ce qui fait que je repasse la parole à Annie qui va pouvoir parler en fait des ressources. Donc, je vais vous en parler brièvement. Le soutien thématique, on vous en a parlé. On vous a mis quelques références justement pour savoir comment aménager votre bureau de travail, vu qu'on ne pouvait pas le faire en détail ce soir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il vous parle aussi de comment adapter si vous voulez travailler debout, travailler avec votre ordinateur portable, en télétravail, etc. Fait qu'à regarder. On vous a mis également les liens vers les deux ordres là, de nos professions respectives, à moi et Daniel, donc conseiller d'orientation et ergothérapeute, si vous désirez trouver un professionnel pour vous aider. C'est le meilleur moyen, c'est d'aller sur le site des ordres professionnels. Je vous avais parlé aussi d'une façon là, d'évaluer sommairement en fait, plutôt en détail, quels sont vos facteurs de risque que votre migraine se chronicise. Donc, vous l'avez ici. Vous allez vous allez avoir les liens complets dans le document qui va vous être envoyé, ainsi que le guide pour l'employeur qui a été développé par Migraine Québec. La formation, quant à elle, est à venir. Donc, vous aurez le lien si vous voulez vous inscrire à une liste d'intérêt pour être informé quand la formation va sortir et tout ça, puis la transmettre à votre employeur. Vous pourrez vous inscrire, vous aurez le lien dans la liste de ressources. Alors voilà, en espérant que ça vous aura beaucoup aidé puis que vous pourrez poursuivre la réflexion avec nos ressources. Merci. Merci beaucoup, Annie. Merci. Ben, merci à tout le monde, en fait. Euh, oui, donc on va terminer le webinaire. On va se faire un petit moment là, pour comme tout finaliser tout ça. On ne veut pas prendre trop de temps puis trop déborder. Il y a énormément de contenu. Puis je pense qu'on aurait pu continuer ce webinaire-là jusqu'à 11 heures ce soir, faire un téléthon, un marathon. Je serais curieuse d'entendre en fait chacun des intervenants. Tu sais, si vous aviez une phrase en 1 minute, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent ou quel message vous aimeriez passer aux gens qui nous écoutent ce soir et en rediffusion là? Annie? Ben, moi, j'aimerais vous lire une citation de John Lennon qui me parle beaucoup. À l'école, quand on m'a demandé ce que je voulais être, j'ai répondu heureux. Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question. Je leur ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie. Moi, ça me parle beaucoup car, comme je vous disais, hein, on s'identifie beaucoup. Qu'est-ce que tu veux être dans la vie? On s'identifie beaucoup avec notre travail, mais
c'est pas que ça, la vie. On peut avoir une qualité de vie à l'extérieur du travail, sans travail, puis on peut aussi trouver une façon d'adapter le travail à notre condition. Ça sera pas comme la majorité des gens dans notre société, performance. Peut-être ça va être très différent, mais vous allez quand même pouvoir travailler et vous épanouir là-dedans. C'est ça le plus important. Quelle belle phrase. Merci, Mhm. Annie. Puis, j'ai beaucoup aimé ton approche très inclusive, mais aussi avec beaucoup de compassion, de bienveillance pour tous les types de situations, pour les gens qui veulent et qui peuvent rester à l'emploi, pour les gens que c'est pas possible, pour les gens qui devraient réfléchir à arrêter ce que moi j'aurais dû faire à l'époque. J'étais ce cas que tu présentais de migraineuse fréquente, puis ça s'est chronicisé, puis on n'a jamais réussi après à renverser. Donc, avoir su tout ça, back in the days. Donc, merci d'avoir comme vraiment tout pointé, puis d'avoir permis, je pense que chaque situation puisse être accueillie grâce à tes interventions. Merci, Annie. De rien. Daniel, si tu aurais un mot de la fin ou quelque chose que tu aimerais faire ressortir avant qu'on se quitte. Ce que j'aimerais en fait faire ressortir, c'est ce que je vous invite à faire après le webinaire d'aujourd'hui, c'est de prendre le temps de réfléchir vraiment sur ce que ça vous amène à vous, sur votre parcours aussi. On le sait des fois, le parcours avec la migraine chronique, c'est un combat au quotidien. Donc, de vraiment regarder d'où vous partez, à travers quoi vous êtes passé, puis vraiment de regarder positivement l'avenir avec les outils que vous avez, puis de ne pas hésiter à consulter les différentes ressources et différents professionnels qui peuvent vous aider. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Daniel. Merci infiniment. Très riche comme conférence. Merci. Camille, Ben moi, à l'issue de tout ce processus, ce avec quoi je reste, puis pour faire écho avec ce qu'Annie et Daniel ont dit, c'est une question, c'est de quoi j'ai besoin maintenant? Parce que moi, je me suis beaucoup posée, j'ai beaucoup pris mes décisions en me disant, ben dans 5 ans, ça va aller mieux. Premièrement, je ne le sais pas à quel point ça va aller mieux ou si ça va aller mieux, mais je pense que ce qui ressort des interventions de Daniel et Annie, c'est aussi faut maintenant, comment ça va? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux travailler en maintenant une qualité de vie? Moi, c'est avec ça que je repars. Merci beaucoup. merci Camille. Puis je trouve que tu nommes quelque chose de tellement important. Puis je pense que tous les intervenants vont être d'accord là-dessus, Annie puis Daniel aussi, quand tu dis en maintenant une qualité de vie. Euh, Moi, c'est quelque chose, je me suis retrouvée beaucoup confrontée dans un long combat avec les assurances quand j'en étais en invalidité parce que pour eux, si je pouvais travailler et après ça, que j'étais sur mon sofa en douleur toutes les soirs, toutes les fins de semaine, ben, j'aurais pu travailler, mais moi, j'ai un fils, j'ai un mari, j'ai des amis. Je veux pas juste comme travailler puis souffrir. C'est pas ça, avoir une qualité de vie. Puis je pense que si ça n'a pas été nommé explicitement, je pense que c'était sous-jacent à toutes les interventions. C'était pour, oui, travailler, mais vivre, tu sais, comme vivre aussi, pas juste survivre, tu sais. Donc, merci d'amener ça. Je pense que c'est super important. Puis je pense que c'est super important pour tout le monde qui nous écoute. Alors, merci beaucoup. Donc, et continuez, continuez à aller visiter le site Internet de Migraine Québec. Il y a toujours une mine d'informations. Il y a des groupes de soutien, il y a des démarches d'autogestion avec Annie notamment. Donc, il y a plein d'outils qui sont là pour vous épauler dans votre parcours. Alors, servez-vous-en. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.